Salut, salut. Vous m'avez posé des questions dans le groupe dédié à mes ateliers en ligne. J'ai vu pas mal de questions. Enfin, je vous ai demandé si vous avez des questions en ce moment et vous en avez posé pas mal, pas mal. Donc là, je vais prendre le temps là dans cette vidéo de répondre à toutes les questions que j'ai reçues jusqu'ici. Donc là, je vais ouvrir le groupe en même temps et je vais aller voir au fur et à mesure vos questions et vous répondre. Alors, première question de Sylvie B. Alors, il y a deux Sylvie B. Alors, première question, je n'arrive pas à mettre l'encre sur mes tuiles, ou en tout cas, je trouve toujours que cela fait paquet. Est-ce que tu mouilles ta tuile avant? Est-ce que tu les étales au pinceau? Alors, non, je ne mouille jamais ma tuile avant. Je mouille jamais mon papier avant de mettre de l'encre. Je ne mouille pas du tout mes tuiles. En général, je viens directement poser des encres, comme vous pouvez le voir dans les vidéos. Et pour ça, voilà, je prends un pinceau. En général, c'est le plus simple. Donc, niveau encre, je vous ai partagé. N'hésitez pas à retourner voir. Dans les modules, si vous êtes par exemple dans le parcours débutant, au début, quand on commence à poser des couleurs, je vous partage les encres que j'utilise. Et là, il y a ces deux marques-là que j'aime beaucoup. Celle de Sennelier, elle contient de la gomme laque où souvent, bah voilà, ça peut être un peu épais et peut-être faire des pâtés, ça peut arriver. En sachant que c'est OK en fait aussi. Les encres, on peut les utiliser comme une ficelle en Zentangle où on va venir poser la couleur. Et donc, c'est pas une fin en soi au final, la couleur qu'on va poser. C'est juste une base qui est là. Et après, de toute façon, on vient dessiner par-dessus, on vient poser plein d'autres choses par-dessus. Donc, c'est juste avoir comme une direction qu'on va donner à nos dessins, c'est tout, sans plus. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des rendus incroyables quand on vient poser nos encres. Et sinon, il y a celles-là, les Ecoline, que j'aime beaucoup, qui sont très légères, un peu comme de l'aquarelle, très facile à étaler. Et là, il n'y a vraiment pas de risque d'avoir des pâtés avec ce style d'encre. Voilà, il y a Lise qui demandait comment faire pour que les ongles ne soient pas trop foncés, des conseils pour faire des traits bien droits. Alors, pour les ombres, il n'y a pas de, c'est vraiment une histoire de préférence personnelle. Personnellement, j'adore les ombres qui sont très marquées, très présentes, bien, bien foncées. Je trouve que c'est vraiment joli, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment pas forcément et qui souvent trouvent que leurs ombres sont trop foncées. Et dans ces cas-là, voilà, si c'est vraiment ta préférence, que tu as envie de faire des ombres plus légères, dans ce cas-là, il suffit d'aller chercher un crayon plus léger. Donc peut-être que si tes ombres sont très foncées, c'est que tu utilises actuellement un crayon qui est très gras. Donc souvent, je recommande par exemple du 4B ou 6B, mais souvent selon les marques, c'est plus ou moins foncé. Voilà, donc dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est aller chercher un crayon plus léger, par exemple un 2B ou un B tout court, par exemple. Et voilà, peut-être moins appuyé quand tu poses ton crayon. Et de cette manière, voilà, tu vas pouvoir doser comme ça en allant chercher plus foncé ou plus clair. Donc, je sais pas dans quel cours tu es. Si tu es dans le parcours débutant, normalement, on a un cours vraiment sur les ombres où on voit justement cette différence entre quand on pose des ombres bien foncées, quand on les fait plus claires, un peu comme une échelle de valeur, en fait, un petit peu, que tu peux voir, qui peut te permettre justement de travailler, de trouver la touche d'ombre que tu aimes. Mais en tout cas, voilà, tu peux alléger comme ça avec un crayon plus léger. Alors, Sylvie B qui a donc l'autre Sylvie B qui demande est-ce que tu proposeras un jour un atelier pour apprendre à travailler les fonds? Moi aussi, j'ai des encres, mais je ne me décide pas à les utiliser car j'ai peur de gâcher mes tuiles. De plus, il y a sûrement plein de techniques que j'ignore. Alors, oui, pourquoi pas, avec plaisir. J'adore animer des ateliers régulièrement. Voilà, très régulièrement, je propose des nouveaux thèmes qu'on explore à fond. Euh, Après, niveau, si tu veux vraiment explorer les encres, oui, c'est ça, tu m'as parlé d'encre dans ta question. J'ai des encres, mais je ne me décide pas à les utiliser car j'ai peur de gâcher mes tuiles. Voilà, bon, il y a déjà ce premier aspect où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'enjeu là. Donc, hésite pas, gâche tes tuiles. Au contraire, plus tu vas pratiquer, y aller,
même si c'est pas parfait, ce n'est jamais parfait de toute façon, et plus tu vas pouvoir faire des découvertes et vraiment avancer dans ta pratique. Et à côté de ça, bah, sinon, là, déjà sur mon site, tu peux trouver un atelier que j'ai adoré animer là récemment qui s'appelle Encre colorée et art inspiré du Zentangle, où justement on pose pas mal d'encre, on joue avec beaucoup avec les couleurs, on utilise l'encre, les encres aussi de différentes couleurs pour, euh, pour mettre en valeur des motifs Zentangle ou inversement aussi. Donc, et ça, c'est déjà disponible, là, c'est là en ligne. Donc, n'hésite pas, tu peux aller directement sur mon site gigihook.fr. Tu vas dans Ateliers en ligne, tu cliques et là, il y a toute la liste des ateliers que je propose. Et en rejoignant Encre colorée, tu auras accès là tout de suite à un atelier où vraiment, on sait, je me suis éclatée avec les couleurs, les participantes aussi. Et c'est super. Voilà. Donc, il y a ça pour te répondre. Et bien sûr, voilà, c'est possible que je fasse d'autres ateliers sur d'autres thèmes, mais en tout cas, là, sur les encres et justement le fait de faire des fonds, tu as de quoi t'amuser là dans cet atelier. Alors, Yolande, je n'arrive pas à faire Pouncel. Alors, il y a eu plusieurs questions comme ça par rapport à tel ou tel motif. Alors, bah déjà, quelque chose, une info importante. Yolande, je ne sais pas si tu es dans le parcours, les parcours de Zentangle, mais dans mon parcours débutant Zentangle, justement, dans le module 3, on commence à avancer dans les motifs. Il y en a qui sont plus, plus compliqués, entre guillemets. Pouncel en fait partie dans le sens où souvent, on le dessine une fois et on se dit, ah, ça va pas du tout. Et c'est ce genre de motif qui gagne à être dessiné vraiment plusieurs fois et vraiment pratiqué. D'ailleurs, dans les parcours, j'avais vu que c'était un motif qui posait souci souvent aux personnes. Quand j'allais dans le groupe Facebook, je voyais qu'il y avait souvent des messages, ah, Rapunzel, ça va pas du tout. Et donc, j'avais fait une vidéo en plus où on avait dessiné ensemble 1 heure en plus que j'ai rajouté d'ailleurs dans le parcours où, où je redessine avec vous Pouncel, je redonne plein d'astuces, tout ça. Donc, si tu as accès au parcours débutant, n'hésite pas à aller voir ça. C'est justement, bah, je l'avais mis juste après la vidéo de Pouncel pour aller plus loin, justement, explorer. Ou, euh, ou voilà, mais en tout cas, il y avait ça comme astuce de vraiment pratiquer, dessiner beaucoup. Tous ces motifs-là, tous ceux qui peuvent vous poser souci, justement, euh, c'est pas forcément souvent on se dit, oh, j'ai pas compris comment on le dessine, il y a un truc que j'ai pas, tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas, bah, d'ailleurs, à aller revoir les vidéos. Souvent, ça aide parce que bah, quand on voit une vidéo une fois, on imprime certaines infos, mais on retient jamais tout. Et donc, d'y revenir, bah, là, on prend d'autres infos et ainsi de suite et on avance et aussi de pouvoir vraiment vous habituer à ce motif et donc le dessiner plusieurs fois de différentes manières pour l'appréhender. Pas hésiter aussi à faire une pause, le laisser de côté et, euh, et un jour revenir dessus quand on en a envie et souvent les choses se transforment d'elles-mêmes aussi. Alors, Elisabeth, j'ai un problème de positionnement des ombres et aussi de la densité. Peux-tu m'aider sur un fond coloré, acrylique ou encre? Est-ce que tu remets aussi des ombres? Oui, toujours. Je m'amuse toujours avec les ombres sur fond coloré. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme quand on dessine un motif sur papier blanc classique. On a le motif qui est là, en général il est plat. Et puis après, bah, on vient mettre des petites touches de graphite, par exemple. Et là, tout de suite, ça prend vie. Il y a un relief qui se met en place tout seul. Et c'est la même chose, même quand on est sur un fond coloré, bah, on va dessiner, si on dessine un motif, bah, forcément, il va être assez plat, même si bien sûr il est déjà habillé par le fond coloré, mais le motif en lui-même n'est pas mis en valeur. Et donc, c'est pour ça que ça va être utile de venir poser aussi des ombres, des touches de lumière dessus, même sur les motifs, même sur les motifs où il y avait déjà de la couleur. Et donc, pour ça, bah, il y a différentes façons de faire selon ce que tu utilises. Je te renvoie aussi vers cet atelier-là dont je parlais juste avant, encre colorée. Euh, il est possible que tu sois aussi dans le méga pack créatif, enfin, quel que soit le cours où vous êtes inscrite.
vous avez normalement des vidéos où je vous montre comment faire. Donc, pour ce qui est des parcours Zentangle, le parcours débutant, on pose de la couleur. On ne va pas encore forcément dans l'acrylique, tout ça, là, ça, c'est dans le parcours avancé. Mais voilà, quel que soit le fond, vous pouvez dessiner vos motifs et venir travailler les ombres et lumières pour les faire ressortir. Comment on le fait? Souvent sur un fond d'acrylique, le crayon de graphite classique qu'on utilise sur le papier blanc ne va pas ressortir du tout. Et dans ce cas-là, vous avez différents choix. Il n'y a pas une seule façon, il n'y a pas une seule option. Vous pouvez prendre de la peinture acrylique noire diluée, ça va donner un gris par exemple pour venir poser ça à l'endroit où vous aurez mis vos ombres à la base. Ça peut être des crayons de couleur, euh, des, des craies, des néocolores par exemple. Ça peut être plein de choses. Parfois du fusain noir aussi, parfois ça ressort bien aussi sur l'acrylique. Voilà, il y a plein d'options, mais en effet, ouais, je pose toujours des ombres et des touches de lumière sur un motif que j'ai dessiné sur un fond coloré. Voilà. Alors, ensuite, Gaëlle, pour me discuter, c'est l'ombrage. Je ne sais où les faire pour faire de l'effet sur des volumes souhaités. Ok, Gaëlle, je te dirigerai vers le parcours débutant où on a justement il y a une série de vidéos spécifiquement sur les ombres. Et même si tu n'y es pas, parfois il y a les cours d'initiation que je fais qui sont ouverts à tous. Ils durent 3 jours tous les mois. J'en fais un, donc n'hésite pas à t'inscrire au prochain. Tu vas sur mon site jju.fr, il y a le lien. Et en général, je vous montre quand même les bases de... Voilà, il n'y a pas de règles dans les ombres, mais en général, on va aller poser nos ombres à des endroits où on a envie de creuser. Donc, comment je vous fais appréhender ça au fur et à mesure? C'est vraiment au fil des vidéos. Donc, si vous êtes dans les cours, prenez bien le temps d'aller regarder les vidéos. Par exemple, dans le parcours débutant. On avance, je vous montre quelques tuiles. Après, il y a les infos sur les ombres, justement. Et ensuite, on va plus loin, toujours plus loin, on dessine des motifs et à chaque fois, je vous donne des exercices. Reprenez tel motif différemment, de différentes manières. Comme ça, vous allez voir qu'un même motif, on peut poser des ombres différemment. Je vous mets des exemples, je vous mets pas mal d'exemples au fur et à mesure. C'est vraiment avoir un peu comme un entraînement où à force de faire quelque chose, à force de dessiner un motif, puis deux, puis trois, puis 10, ainsi de suite, vous allez peu à peu être, peu à peu voir ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui se passe quand je mets des ombres à cet endroit-là? Qu'est-ce qui se passe quand la fois d'après, je les mets plutôt à tel autre endroit? Voilà. Et c'est surtout comme ça. Voilà, je peux pas comme ça en une minute te dire pose tes ombres là et ça va fonctionner à chaque fois. Tu dis je sais pas où les faire pour les effets de volume souhaités. Mais voilà, ça va être plus s'inscrire dans cette pratique-là régulière, d'aller voir les vidéos, faire les exercices. C'est comme ça que vraiment ça va commencer à venir naturellement, mais forcément avant que ça vienne, c'est important que tu puisses le pratiquer, apprendre. Et voilà, donc je sais pas dans quel cours tu es, Gaëlle. N'hésite pas à m'en dire plus. Et, euh, et voilà. Alors, Chris aurait besoin d'aide pour l'utilisation du blanc et apporter de la lumière. Qu'en faire au crayon blanc fusain, qu'en faire plutôt au trait de Gelly-Roll ou à la craie? C'est pareil, il n'y a pas de règle, ça va dépendre du matériel que tu utilises, du papier que tu utilises. Par exemple, le crayon de fusain blanc, il fonctionne très bien souvent sur les tuiles un peu classiques ou quand on a beaucoup de noir, on peut venir mettre du noir, du blanc et ça va faire des touches de lumière comme ça. Ça marche très bien sur le papier coloré. Là, j'en ai à côté, par exemple, le papier couleur Renaissance comme ça. Zentangle, il est beige, marron. Bah, ça va être vraiment un plus quand on va dessiner dessus. On va mettre nos ombres et en plus, on va jouer avec les touches de lumière. Ça va vraiment ressortir très bien. Pareil sur le papier noir. Après, à nouveau, si on vient poser des couleurs, si on utilise par exemple de l'acrylique, bah forcément, si on vient redessiner par-dessus et qu'on prend un crayon de fusain blanc, il va peut-être pas ressortir. Ça dépend du matériel qu'on a.
de ce qu'on a utilisé avant. Donc, le plus important, c'est de tester, toujours tester. Tu prends un petit coin de ta création, tu testes, est-ce que ça ressort ou pas comme j'en ai envie. Et dans ce cas-là, bah, tu peux aller chercher ailleurs après. S'il ressort pas ton crayon de fusain blanc, là, tu peux tout à fait prendre un Gelly Roll, pourquoi pas. Parfois aussi, il va pas ressortir. Le Gelly Roll, ça peut être une craie, un pastel très sec. Ça, la peinture acrylique blanche, ça marche très très bien à sec. Voilà, pas beaucoup, pas la diluer beaucoup, à part selon les effets que vous voulez avoir. Mais voilà, par exemple, sur une création à l'acrylique, on peut tout à fait mettre de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait prendre de la peinture acrylique noire diluée pour faire du gris et venir poser des ombres. Bah, pareil, on peut prendre de la peinture acrylique blanche pour venir poser des touches de lumière. Donc, il n'y a pas de règle. Chris, tu viens, tu testes. Tout dépend où, à quel cours tu es inscrite aussi. C'est la même chose. Chris, il me semble, peut-être tu es dans le méga pack créatif. Dans ce cas-là, tu as plein de vidéos. Pareil, si vous êtes dans les parcours, vous avez quand même des vidéos. Donc, souvent, on veut tout le temps aller chercher, se dire, ah, je veux un truc. Je veux une astuce, un truc qui va tout de suite répondre à ma question, mais ça va être encore une fois dans la pratique aussi. Le fait d'aller faire une première création avec des couleurs et ensuite vous allez voir, par exemple dans le parcours débutant, on a tout un module où on explore la couleur justement et les ombres et lumières sur la couleur, où là vous allez pouvoir vous habituer à tous ces outils-là, le Gelly Roll blanc, le crayon de fusain blanc, par exemple, pour appréhender la couleur. Après, voilà, si tu es dans le méga pack créatif, par exemple, Chris, tu dois avoir accès à pas mal de vidéos, différentes vidéos avec différentes techniques. Donc, n'hésite pas à aller les voir, aller fouiller, qu'est-ce qui t'attire là, et vraiment observer ce qui se passe, observer. Vous avez à chaque fois des vidéos, des cheminements. Souvent, elles sont pas très longues où vraiment tu reprends ce qui est fait dedans. Et ça va te permettre d'appréhender toi-même et pouvoir faire des choix comme ça au fur et à mesure en sachant qu'il n'y a pas de règles du tout. Donc, à tout moment, tu peux juste te dire, ah tiens, j'ai besoin de blanc là, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Est-ce que j'aimerais avec du Gelly Roll? D'une personne à l'autre, ça va changer aussi. Alors, Sabine, je pratique avec toi depuis plusieurs mois. Cependant, mes traits ne sont pas toujours précis. Ça tremblote. As-tu des astuces? Oui, j'ai une astuce. J'ai des astuces dans une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube où justement, je me suis concentrée là-dessus. Donner des astuces à ce niveau-là. Ça s'appelle Comment faire des traits réguliers en Zentangle. Que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube Gigi Hook, où dedans je partage plein d'astuces sur ce que tu peux faire en sachant que c'est OK, c'est normal en fait que tes traits tremblotent, ne soient pas réguliers. Les miens aussi tremblent, ça se voit pas forcément, euh, mais quand on regarde de près, c'est jamais parfait, ça bouge et ça fait partie aussi du processus. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo-là. Bah tiens, là je crois que je l'ai. Ouais, je vais la noter pour vous la partager dans le chat, pour vous la partager sur le fil où vous m'avez posé des questions et aussi en description là de cette vidéo. Alors ensuite, Kat, j'apprécie tellement le Zentangle. Dès que j'ai un instant, tous les jours, j'évolue, j'expérimente, j'accepte que ce soit pas parfait. Génial. Merci. Merci, Kat. Ouais, alors Kate voudrait avoir davantage d'explications sur le vocabulaire adapté aux Zentangle. Ok, bah, je me le suis noté. Comme ça, je vais vous faire une petite page dans le cadre des cours où vous allez pouvoir. C'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire. Donc, je vous en parle au fur et à mesure, au fil des vidéos, mais c'est vrai que ça pourrait être top d'avoir un petit récap des mots de base qu'on utilise en même temps, comme les tuiles, par exemple, des choses comme ça, tous les différents termes. Ok,
ça marche. Angèle, des difficultés avec le motif Ginili, bah pareil, la même chose que j'ai dite avant pour peau une seule, pas hésiter à pratiquer. Alors, il y avait Nana Nifik aussi qui parlait du motif Feeder Fall qui lui posait souci. Ben, d'ailleurs, j'ai vu des versions dans le groupe, elles étaient super. Moi, je sais pas ce qui te pose souci dessus. Mais voilà, comme tous les motifs, il y a certains avec lesquels on a l'impression de moins accrocher ou que ça fonctionne pas bien, en sachant que bah, tous les motifs, il y a pas une seule façon de les dessiner. On va avoir tous une manière différente de dessiner tel ou tel motif. Donc, n'écoutez pas une personne qui va vous dire ce motif, il se dessine absolument comme ça. Je vous montre, faites de cette manière parce que ça va toujours être différent. Il y aura toujours quelque chose de différent, de spécial. Et puis bah, après, si tu as envie qu'il ressemble vraiment à quelque chose en particulier ou aux versions que tu vois habituellement, bah, ça va être dans la pratique. N'hésite pas à pratiquer, dessiner plusieurs fois, même chose, revenir aux vidéos dans lesquelles tu les as vus, ces motifs-là, dans laquelle tu as vu Ginili et refaire avec la même vidéo plusieurs fois et puis bah, un moment lâcher aussi, laisser de côté et revenir plus tard. Et souvent ça évolue notre rapport au motif. Alors ensuite, Virginie, j'ai toujours des auréoles dès que j'aquarelle. Sur des toutes petites surfaces, ça va, mais dès que je fais plus large, rien à faire, des auréoles. J'ai pourtant essayé différents grammages de papier. Grains, moins d'eau, beaucoup d'eau, pinceaux aussi, différents pinceaux avec des feutres et pastels. Alors, je sais pas ce que tu appelles des auréoles, Virginie. Je suis pas sûre de visualiser. Ce que j'entends en tout cas dans ta question, c'est que tu poses ton aquarelle et plus il y a d'espace et plus ton aquarelle va où tu n'as pas envie qu'elle aille et que ça te fait des traces un peu, c'est ça, un peu comme des traces. J'ai exactement la même chose, Virginie. Pourquoi? Voilà, bah déjà, je suis pas une aquarelliste, je suis pas une spécialiste de l'aquarelle. Donc nous, dans les cours là, dans les cours que je partage avec vous, quand on va utiliser des encres, de l'aquarelle, plein de choses comme ça va toujours être surtout pour nous créer une ficelle, un espèce de fond sur lequel de toute façon on va dessiner après. Donc c'est vraiment pas l'endroit où on a besoin d'avoir des fonds qui sont vraiment au top, qui sont hyper maîtrisés, tout ça. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas répondre à ta question parce que bah, moi aussi quand je lâche de l'aquarelle, elle part un peu, même quand c'est du papier spécial pour aquarelle, ça voilà, ça fait des traces inattendues. Il se passe toujours des choses inattendues avec l'aquarelle. Donc, en effet, il y a des techniques d'aquarelle. Donc, tu peux te tourner vers voilà, des aquarellistes, par exemple, qui là vraiment vont te montrer comment maîtriser la chose. Mais dans le cadre des cours que je propose, c'est vraiment surtout là pour nous faire comme des traînées de couleurs, voilà. Et bah forcément, peut-être ça peut être gênant, plus gênant pour l'aquarelle. Pourquoi? Parce que c'est plus doux, donc c'est différent. Et, euh, et si vraiment ça te gêne, n'hésite pas à peut-être plutôt faire avec des encres. Voilà, les encres, ça se rapproche beaucoup de l'aquarelle et souvent c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus facile, entre guillemets, où on va lâcher des choses et ça va toujours se mettre d'une manière où c'est OK sur le papier. Donc ça peut aussi être une astuce. Ensuite, tu demandais quand on dessine sur de la couleur, que ce soit sur un fond déjà fait ou des couleurs déjà posées, quand on repasse dessus, les feuilles de précision n'aiment pas. Après, la mine s'abîme, même avec des feuilles de précision épais, même sans appuyer. Pourtant, j'ai des pigments microns et aussi des doubles pointes, encre permanente. Y a-t-il des feutres aux marques plus spécifiques? Alors oui, je vois tout à fait ce que tu dis. La dernière fois, ma dernière, dessinait avec des néocolores. Ensuite, j'ai passé, m'avait demandé de lui passer mon Pigma Micron PN. Elle a dessiné dessus. À un moment, elle m'a dit, mais maman, ça marche plus. Et en effet, je dessinais ailleurs et c'est vrai, ça marchait plus du tout. Par contre, après, quand on prend le temps
comment dire, de réamorcer la mine. C'est important de redessiner plusieurs fois sur un autre papier vraiment blanc où il n'y a rien du tout dessus. En général, elle repart. Voilà, donc ça n'abîme pas vraiment. En tout cas, ça n'arrête pas de marcher. C'est que on peut le réutiliser sans souci. Après, il faut juste bien réamorcer la mine. Et en effet, ça fonctionne pas trop quand on utilise des couleurs, quoique les encres, ça marche bien en général. C'est dès que la couleur est un petit peu épaisse, comme par exemple avec des néocolores, comme il y a un peu de cire dedans, là, c'est sûr, le feutre ne va pas apprécier, ça va pas ressortir de toute façon quand on va redessiner dessus. Alors moi, la chose que je peux te conseiller, que j'utilise, ça peut être les feutres Posca, par exemple. Ils ont des feutres extra fins Posca. Le plus fin qu'ils aient, c'est un 0,7, je crois. Et la pointe est vraiment différente et on peut l'amorcer. Il y a carrément l'encre à l'intérieur. Donc, ça peut être une alternative. Forcément, ça va être moins... les traits vont être moins fins qu'avec du feutre de précision, mais c'est vrai que quand on va dans des grosses couleurs, qu'on utilise plein de choses comme de l'acrylique ou ouais, différents médiums colorés, ça peut être utile d'aller vraiment vers des feutres plus gros comme ça. Ou alors les feutres pinceaux, en général, ça marche bien. Comme la pointe, ça fait comme un pinceau. Souvent, c'est beaucoup plus facile de dessiner sur de la couleur avec. Voilà. Ouais, Nananifique qui parle de feeder folle, donc ça j'ai répondu juste avant. Agnès, quelle est la taille de tes pinceaux à la vie que tu utilises pour aquareller? J'en ai plusieurs et c'est vrai que la taille va dépendre des, de la marque. Voilà, donc une astuce pour les pinceaux. Je vous inviterai à aller dans un magasin de beaux-arts, loisirs créatifs et y aller au feeling vraiment. Parfois, ça arrive. Vous regardez des pinceaux, il y en a un qui va vous attirer où vous vous dites, waouh, lui, j'ai vraiment envie d'utiliser. Souvent, bah, c'est le bon pour vous, tout simplement. Et voilà, là, celui-là, c'est le franc-bourgeois. C'est écrit 2, mais il me paraît plus gros qu'un numéro 2 quand même. Mais voilà, c'est ça qui est écrit dessus. Je crois que les numéros changent souvent selon les marques. Donc oui, c'est le franc-bourgeois taille 2. J'en ai un autre là très gros que j'aime bien utiliser aussi beaucoup, à la fois sur mes tuiles, mais aussi dans mes carnets. Lui, c'est un 22 et la marque, c'est Mélan. Voilà, 22. Je crois que ça se rapproche des Raphaël un peu, parce que là, bon, là, c'est pas un pinceau à la vie, mais voilà, là, je vois 20 par exemple. Mais la taille, c'est pas le plus important. Ça marche très bien aussi avec des feutres très fins comme ça. On prend le temps de venir poser nos couleurs. Voilà. Voilà pour te répondre, Agnès. Alors, Agnès, là, c'était Agnès J. Maintenant, Agnès C. Je suis dans le parcours débutant. Et j'aurais aimé avoir, avant même le démarrage des cours, une liste complète de tous les crayons et accessoires nécessaires et utiles ou secondaires que l'on peut utiliser d'une manière générale, avec description de chacun d'eux, de manière à comprendre, me fournir si je souhaite, sans avoir passé beaucoup de temps à chercher. Alors, Agnès, normalement, dès que tu rejoins le parcours débutant, tu as le matériel de base que je partage. Pourquoi je vous partage ça au début? Parce que ça évite justement d'aller dans tout. Voilà, comme vous avez pu le voir, on peut faire beaucoup de choses en Zentangle. Et souvent, bah, quand on démarre, on peut vite se sentir submergé. Si on rejoint un cours et qu'on se dit, mince, là, va falloir que j'achète ça et ça et ça et ça et ça. Et, euh, et comme en Zentangle, j'ai cette approche qui est de un pas après l'autre, une étape après l'autre, peu à peu, peu à peu. Cela dit, je trouve que en effet, c'est intéressant. Il faudrait que je trouve un moyen de peut-être mettre une liste, mais en étant très clair sur le fait euh, que c'est loin d'être obligatoire, vraiment. Parce qu'en gros, tout le parcours peut être suivi avec le matériel de base en noir et blanc. Ensuite, peu à peu, au fil des parcours, donc dans le parcours débutant, on avance comme ça avec le matériel de base, les 2 premiers modules. Après le 3e module, on commence à utiliser la couleur, justement.
Et ce qui se passe avec cette couleur, c'est que souvent, on peut changer. Comment, on peut prendre un élément et le remplacer par autre chose. Ça, c'est vraiment important aussi. Donc, par exemple, il y a des moments où on va utiliser des crayons de couleur. Donc, à chaque fois, justement, dès que j'introduis un nouveau matériel, quelque chose de nouveau, je vous partage les références en sachant que c'est jamais obligatoire. C'est pas qu'il y a une seule marque, une seule chose à avoir. Donc, je voudrais pas tomber là-dedans aussi, où souvent on me dit, je veux avoir tel ou tel matériel parce que on peut intervertir et jouer et avoir, du moment qu'on a le matériel de base. Voilà. Donc, ceci étant dit, merci. Merci pour cette suggestion. Je trouve que c'est une super idée. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir le faire d'une manière où, quand on arrive, qu'on ne pense pas qu'il faut absolument avoir tout ça pour pouvoir pratiquer dans des bonnes conditions. On peut justement aller chercher les choses pas à pas, peu à peu. Mais c'est vrai que peut-être une liste, ça pourrait être utile avec juste la base importante, en sachant que même dans cette base importante, justement, je vous dis souvent, vous ne sentez pas obligé d'aller prendre le papier officiel Zentangle. Personnellement, j'utilise parce que j'adore et donc je vous le recommande, mais il y a plein de personnes qui suivent les cours avec d'autres types de papier, par exemple. Pareil pour les feutres, pareil pour les crayons. Je, voilà, j'aimerais que chacune puisse savoir qu'elle a la liberté quand même de faire avec ce qu'elle a à disposition sans absolument aller chercher tel ou tel matériel absolument pour suivre. S'il y a plein de personnes justement qui suivent les cours sans forcément avoir exactement ce que j'ai et au contraire, ça fait un truc différent, un truc spécial. Alors ensuite, Agnès M. J'ai des difficultés à assembler des motifs harmonieux entre eux. J'aimerais avoir des groupements de motifs qui s'équilibrent dans un bel ensemble. Donc, Agnès M. Euh, alors, il n'y a pas, il n'y a pas de style de motif qui est censé aller bien avec un autre motif. Sinon, ça serait contraire à la philosophie de la méthode Zentangle, qui est quand même qui favorise le fait d'être dans le moment présent, pas se projeter dans un rendu spécifique, être apprécié en fait, apprécier chaque instant, chaque trait qu'on fait et avancer comme ça, choisir un motif l'un après l'autre. C'est vraiment, vraiment important ça. Et ça sortirait totalement de tout ça si je te disais ou si une autre personne te disait que tel motif va bien avec tel autre et que si on fait pas ça, si on fait pas comme ça, bah, c'est pas harmonieux, tout ça. Vraiment, c'est totalement aux antipodes de, de cette méthode et de comment on gagne à la pratiquer, vraiment. Voilà. Donc, en effet, c'est vrai que de toute façon, il y a des motifs différents. Il y en a qui vont être très géométriques et souvent, c'est selon les personnes. Parfois, on n'aime pas. Il y a des motifs qui, souvent, voilà, ne m'attirent pas spécialement. Mais voilà, j'essaye de les pratiquer quand même et à chaque fois être ouverte aux possibilités parce que souvent, on peut avoir des a priori, se dire tel ou tel motif ensemble, ça peut pas fonctionner. Et en fait, si, souvent, ça fonctionne très, très bien, au contraire. Voilà, donc je vais te donner un exemple. Peut-être visuellement, tu pourras mieux t'en rendre compte. Là, par exemple, c'est la roue de motif de la marque Zentangle. Roue de motif, là, c'était la version roue de motif et d'émotion. En gros, il y a plein de motifs, vraiment, dessus. Et comme tu peux le voir, à aucun moment, ils cohabitent tous très bien, en fait. Pourtant, ils sont tous très différents. Donc, il n'y en a pas un qui est censé aller mieux avec un autre. Au contraire, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont créé ça et qu'il y a plein d'outils comme ça en Zentangle où on laisse le hasard choisir parce que c'est là qu'on s'amuse vraiment et qu'on fait plein de découvertes. Voilà. Il y a des motifs, par exemple, qui peuvent être plus, qui se suffisent un peu plus à eux-mêmes, comme Pepper, par exemple, qui prend tout l'espace lui-même. Il n'y a pas besoin d'autres motifs à côté, avec.
Mais il y a tellement, tellement de possibilités. S'il y avait une astuce, donc plus que le type de motif, quel motif va avec tel autre, ce que je pourrais te suggérer, parce que là, comme tu peux le voir, tout l'espace est rempli, la plupart de l'espace est rempli. Et c'est ça qui fait l'effet souvent en Zentangle, c'est de remplir l'espace. Donc, ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on ne donne pas de règles. C'est là, tu vois, là j'ai une tuile, un Zendala où j'ai juste un motif, je n'ai pas rempli l'espace, j'ai rien mis d'autre, parce que j'avais juste envie de ça aujourd'hui. Voilà. Et en même temps, on peut avoir des tuiles où on remplit tout. Donc, il y a une chose qui est intéressante, qui est vraiment intéressante en Zentangle, c'est le fait de dessiner derrière. Voilà, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt en Zentangle. Quand vous rejoignez le parcours Zentangle, dès les premiers modules, je vous en parle de ce principe-là. Et c'est un principe qui peut vraiment t'aider dans ta pratique et peut-être te sécuriser. Euh, Peut-être te dire, allez, là, je vais dessiner et à chaque fois que j'ajoute un nouveau motif, plutôt que le mettre à côté ou un peu plus loin, je vais peut-être le faire passer derrière ce qui est déjà là. Après, voilà, je sais pas où tu en es dans ton parcours. Il y a dans le module débutant, il y a tout un cours sur la ficelle parce que la ficelle est aussi là pour ça. Le fait de faire plein de traits différents, c'est aussi ça qui va nous aider à donner un mouvement, une direction à notre angle sans forcément avoir à choisir tel groupe ou tel groupe, juste en dessinant comme ça, parce que la ficelle est là et on va venir remplir chaque espace qui nous est offert par cette ficelle-là. Voilà, en tout cas, il y a différentes approches et je voudrais vraiment te dire que non, il n'y a pas du tout de groupement de motifs qui s'équilibre bien. Euh, voilà, j'aimerais plus t'inviter à sortir de cette recherche d'harmonie dans tes tangles. Voilà, de peut-être voir un petit peu différemment, t'autoriser à voir différemment parce que c'est aussi ça qui va nous bloquer dans notre pratique, à se dire, ah là, je veux que ce soit absolument harmonieux et joli ce que je fais. Tu peux y aller vraiment en mode je pratique, j'y vais, en profitant du processus surtout, avant tout, en t'ouvrant à plein de motifs. Il y en a plein dans les parcours, justement. Et souvent, on fait des découvertes. Il y en a dans un processus, un suivi de Zen-Tang, il y a des motifs avec lesquels on va accrocher, d'autres avec lesquels on accroche moins. Donc, tu peux plus peut-être aussi te focaliser là-dessus, sur qu'est-ce qui te plaît le plus, quels sont les motifs qui te plaisent et décider de les assembler en priorité entre ceux-là. Voilà, Délina qui a un peu la même question. Comment savoir si un motif courbe sera adapté à un motif de ligne droite et ou florale et ligne droite et florale ensemble? As-tu des astuces pour que ça reste relativement harmonieux, même s'il faut rester dans l'expression libre? Bah, c'est les mêmes astuces que juste avant, Délina. Explorer, laisser passer derrière, dessiner derrière. Voilà. Si tu as un motif fleuri ou avec des courbes et que tu as envie de le mettre avec un motif plus géométrique, avec des lignes droites, l'un peut être dessiné derrière l'autre. Voilà. Souvent, les motifs avec des lignes droites ou sous forme de gris, ils font des belles textures en fond parfois et ça peut être intéressant de les dessiner derrière. Il y a plein, plein de possibilités et surtout, il n'y a pas de règles. C'est pas voilà, ça pourrait vous fermer totalement. Je commence à vous dire, ces motifs-là, ça va bien avec ceux-là, parce que après, vous ne s'iriez pas forcément chercher ailleurs, alors que c'est souvent ailleurs qu'on trouve, en allant chercher un peu différemment, qu'on trouve des choses, qu'on trouve aussi notre liberté dans ce qu'on dessine. Donc, même chose que juste avant. Si je t'invite à aller réécouter là ce que j'ai dit juste avant à Agnès concernant les motifs et leur assemblage. Virginie, question crayon de graphite. J'en ai deux autres, en plus du crayon de graphite de la marque Zentangle, un Derwent, un Comté.
Ce sont aussi des 4B, mais il y a vraiment une grande différence et pourtant ce sont des bonnes marques. Ils sont beaucoup plus foncés et lourds et font très facilement des marques qui restent, même en les passant légèrement sans appuyer et après avoir estompé. Quel papier utilises-tu, Virginie? Parce que le crayon, sa façon de marquer dépend beaucoup du papier. Surtout le papier qui va faire des marques, qui va absorber le crayon différemment, souvent. Alors, ah oui, et justement, tu le dis. Plusieurs essais sur différents types de papier à grains et grammage, et c'est pareil. C'est quand même dommage car ce n'est pas l'effet recherché en estompant. Et quand bien même j'ai no mistakes. Y a-t-il donc d'autres marques ou un autre type de graphite qui est similaire au graphite de la marque Zentang ou bien dois-je me résoudre à en faire une commande si je n'utilise que celui-là? Merci pour ces réponses. Alors, Virginie, ouais, franchement, si tu préfères le crayon de graphite Zentangle, il est très spécial. Moi, je vous donne des possibilités de remplacement en sachant que moi, j'utilise beaucoup le crayon de graphite Zentangle. Voilà, il marche bien, surtout sur le papier Zentangle, encore plus. Et en même temps, souvent, je trouve quand même très clair, très trop clair, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que j'aime tellement aussi avoir d'autres crayons plus foncés, des crayons aussi plus gras, plus durs. Voilà, donc tout va dépendre des préférences de chacun, de chacune. Je ne connais pas toutes les marques de crayons, donc je pourrais pas te dire. Il y a sans doute autre chose, sans doute d'autres alternatives, mais là, comme ça, je vais pas pouvoir te les donner, surtout que ça change d'une marque à l'autre, comme tu as pu le voir. D'une marque à l'autre, un 4B est différent. Voilà, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. J'en ai plusieurs de différentes marques et souvent, ils ont la même référence et ils se comportent pas de la même manière. Donc voilà, si tu te rends compte que toi, ce que tu préfères, c'est le graphite Zentangle, bah oui. En plus, il coûte pas cher, hein. Voilà, il est très très abordable. On peut l'acheter en plusieurs, souvent sur leur site en plus. Et comme ça, t'es tranquille. Voilà. J'espère que ça, J'espère que ça répond. Ou bien dois-je me résoudre à en faire une commande si je n'utilise que celui-là? Bah ouais, si c'est ce que tu préfères, c'est le mieux. C'est là que tu auras le meilleur matériel, le meilleur papier, le meilleur crayon, le meilleur feutre. Voilà, donc fais-toi plaisir. C'est important aussi dans une pratique créative. Mowgli, j'ai un problème au niveau de la taille des motifs. Je les fais souvent trop petits ou alors je pars dans le très grand. Comment peut-on prendre des repères pour avoir des motifs équilibrés par rapport au support? S'il y a des astuces, je suis preneuse. Des motifs équilibrés par rapport au support. Hmm. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu appelles un motif trop grand, trop petit? Ah, peut-être que tu le dis par rapport, peut-être dans les vidéos, quand je dessine certains motifs, où tu te dis qu'il faut qu'ils aient cette taille-là, absolument. Parce que, au contraire, pour moi, c'est hyper riche et c'est tellement plein de découvertes d'aller faire un motif hyper grand sur un petit carré de papier. Ça fait des explorations différentes. Tu vas venir poser tes ombres. Tu vas mettre plus d'ombres sur plus de surface, ce qui va vraiment faire quelque chose de très original, joli, marqué. Voilà, je voulais juste rappeler cette phrase est lié à la philosophie de la méthode Zentang. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas une seule façon de faire un motif. C'est pas un problème en fait de faire des motifs de tailles différentes. C'est c'est ta pratique, tu dessines comme ça et c'est OK. Voilà, donc soit je relis ta question quand même. J'ai fait souvent trop petit ou alors je pars dans les très grands. Comment peut-on prendre des repères pour avoir des motifs équilibrés par rapport au support? Ouais, ouais, je vois pas. Après, souvent j'ai des astuces quand je vous enseigne un motif parce que je sais que, voilà, souvent c'est important pour vous d'avoir à peu près
quelque chose qui ressemble à ce que vous pouvez voir en vidéo. Et dans ces cas-là, souvent, je vais donner des repères. Souvent, je me repère avec la largeur de mon feutre. Ou souvent, si je dessine un motif en forme de grille où il y a plusieurs lignes parallèles, souvent, si je suis sur un petit carré de papier, je vais vous dire, voilà, on essaye d'espacer nos lignes à peu près de la largeur de notre feutre. Voilà, ça, c'est un repère qui est top parce que tu as ton feutre qui peut te guider. Voilà, donc souvent, c'est ça. Ça peut être comment dire, là, le bouchon de ton feutre. Ça peut être aussi un repère. Mais encore une fois, ça sort de la méthode Zentang. Il y a une raison si on n'utilise pas de gomme, si on n'utilise pas de règles, pas de compas, aucun instrument de mesure. Justement pour ça, pour laisser l'espace à ça. Sinon, on va tomber dans le attends, je mesure pour être sûr que là, j'ai dessiné comme il fallait, alors que c'est vraiment pas ça, quoi. La méthode Zentang, c'est je vois un motif et je laisse venir les traits comme ils viennent. J'apprends à apprécier mes traits comme ils sont. Et franchement, c'est magique ce que tu me dis là. Personnellement, j'adore les motifs, les versions en grand sur des petits formats. Je trouve que tout de suite, ça transforme un motif, ça lui donne un truc en plus qu'il n'avait pas forcément quand il était tout petit et inversement. Donc, tu peux aller vraiment explorer ça. Et voilà, si tu as besoin de te repérer, bah, la largeur du feutre, par exemple, peut aider. Corinne, il y a des personnes qui suivent des cours en live. Je suis inscrite au parcours débutant. Que faut-il faire pour y avoir accès? Oui, donc si tu es dans le parcours débutant, tu as accès normalement à une séance par mois de dessin avec moi en direct. Et ça, tu les reçois par mail. Quelques jours avant la séance, en général, j'envoie une invitation par mail. Vous pouvez me rejoindre sur Zoom si vous pouvez venir en direct à l'heure qui est proposée. Et sinon, vous avez le replay juste après dans votre espace membre. Donc, jusqu'ici, les replays étaient postés comme je pouvais dans vos cours. J'ai testé différentes choses pour que ce soit le plus facile pour vous. Et là, je suis en train de faire, il est quasiment fini là, comme un module à part avec la séance du mois. Donc, je fais exprès de ne pas garder les séances d'avant pour pas, parce que sinon après, on a trop de vidéos. Déjà, souvent, je vois que vous n'allez pas dans les vidéos de vos cours, n'est-ce pas? Je vais pas vous en rajouter plein d'autres. Il y a des personnes souvent qui me disaient, ah, j'ai raté la séance d'il y a 2 mois, je suis en retard. Non, non, non. En fait, c'est des séances qui sont là juste pour vous permettre de pratiquer. Quand j'estime qu'elles sont vraiment importantes pour avancer dans vos cours, je les rajoute directement dans le cours, comme la séance où on a dessiné Poncel, par exemple. Mais voilà, dedans, vous allez trouver la séance du mois, c'est tout. Ensuite, au bout de 3, 4 semaines, elle disparaît pour laisser place à la séance du mois prochain et ainsi de suite. Voilà. Donc, tu as accès à ça. Normalement, tu as reçu des mails. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me faire un petit mail pour me le dire, qu'on puisse vérifier ce qui s'est passé. Ça arrive parfois que mes mails aillent dans les spams, ça arrive souvent. Il y a des gens qui retrouvent mes mails dans leur boîte de courrier indésirable parce que c'est des mails de groupe que j'envoie à des groupes. Donc souvent des boîtes mail qui considèrent ça, enfin qui les reçoivent moins facilement. Mais en tout cas, la plupart, vous me dites que vous avez ces mails-là, les invitations. Et là, maintenant, pour que ce soit plus simple, vous allez la retrouver là dans les jours qui viennent dans votre espace membre. J'ai mis comme un module à part qui s'appelle séance mensuelle avec Gigi, où, où là, vous aurez juste à aller dessus à chaque fois pour retrouver le replay et puis, euh, ouais, voilà, le lien, tout ça. Normalement, il y a tout dessus. Donc, il y a ça. Si tu es dans le parcours débutant, c'est sûr que tu as accès à ça. Les personnes qui sont dans le parcours complet ont accès à 2 séances par mois. Voilà. Donc, si vous êtes dans le parcours complet, vous recevez une invitation pour une deuxième séance chaque mois. Cette fois, c'est une séance un peu plus avancée. Forcément, dans le parcours complet, on va dans des choses plus avancées. Et donc, souvent, je partage avec vous des concepts plus avancés qu'on trouve dans le parcours avancé, mais que vous pouvez suivre dans tous les cas, qui sont accessibles. Et
Et voilà, donc ça fait 2 séances. Donc c'est possible que les personnes qui ne sont pas dans le parcours complet ne reçoivent pas la séance avancée mensuelle. Mais dans tous les cas, vous avez accès à la séance mensuelle dédiée au parcours Zen-Tang. Et sinon, bah, à côté de ça, régulièrement, je fais des cours en direct sur des thèmes précis. En général, je vous en parle euh, voilà, assez régulièrement par mail. Donc, c'est sur inscription si vous voulez suivre ces cours-là. C'est des cours à part que vous pouvez décider de suivre, qu'il y a sur mon site dans la rubrique Atelier. Et ça change régulièrement. Par exemple, ce mois-ci, on est sur les mantras anglais. Et voilà, ça varie. Et souvent, c'est en direct aussi, avec replay après. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Mougli. Non, Corinne, pardon. Corinne. Alors, et la dernière question de Zora. Alors ça, je pense que c'est ce qu'on a déjà abordé avant. J'aurais besoin de quelques éclairages concernant les ombres et la mise en lumière sur un dessin fait en couleur, acrylique, aquarelle, crayon aquarellable sur fond clair et comment créer du volume sur un fond noir. Je rejoins l'idée d'un atelier pour créer des fonds avec différents médiums et obtenir différents styles. Ok, donc pour ça, j'en ai parlé juste avant, l'atelier encre colorée est top parce que justement, ça offre une synthèse de tout ça quand même lié aux encres uniquement. Mais c'est des concepts qui marchent pour le reste aussi. Donc, n'hésite pas à aller voir ça, l'atelier encre colorée. Tu peux t'y inscrire, tu as accès tout de suite à tous les contenus où dedans on explore justement des fonds colorés auxquels on vient jouer avec des touches d'ombre et de lumière grâce à la couleur, grâce au crayon de couleur par exemple. Et voilà, et des touches de lumière. Il y a les craies, les pastels secs qui marchent bien aussi pour ça. Et pareil, avec l'acrylique, tu peux utiliser les mêmes principes. C'est juste que selon le fond, ça va ressortir plus ou moins. Donc, voilà, le crayon que tu vas utiliser sur un fond coloré à l'encre, un fond jaune, par exemple, qui finalement est très clair, va très bien ressortir sur ce fond jaune. Et si d'un autre côté, tu vas faire une création avec de la peinture acrylique, violette ou marron, ou voilà, sépia, des couleurs plus foncées, plus présentes, bah, le même crayon ne va pas ressortir de la même manière sur ton acrylique. Donc, faudra adapter, aller chercher quelque chose d'encore plus foncé et d'encore plus clair aussi. Voilà. Donc, en tout cas, pour te répondre très concrètement, je ne sais pas dans quel cours tu es, Zora. Je ne sais pas dans quel cours. En tout cas, voilà, dans le parcours débutant, on voit pas mal de choses, notamment le module 3 où on explore justement la couleur, les fonds colorés sur lesquels on vient mettre des ombres et de la lumière. C'est une très très bonne introduction parce que vraiment pas du temps à faire ça. Il y a différents médiums qu'on utilise. Dedans, tu as aussi un module sur le dessin sur papier noir, sur fond noir, parce que en effet, tout est inversé. Ça fonctionne pas de la même manière. Les touches de lumière, tu peux pas les poser de la même, les ombres, tout ça, tu peux pas les poser de la même manière que sur un papier blanc. Donc, une fois que tu as suivi ce cours-là, tu peux comprendre comment ça fonctionne justement et aller transposer ça à d'autres choses. Voilà, et je sais pas. Ouais, selon où tu es, voilà ce que je peux te dire pour l'instant. Ouais, atelier avec des fonds, avec différents médiums, obtenir différents styles. Et en effet, voilà, il y a déjà pas mal de contenu et je te dirige aussi vers les encres colorées. Et ouais, bien sûr, comme je vous disais, avec plaisir, je regarde, vous me dites, je vous dirige au maximum vers ce qui peut vous aider. Et voilà, et si c'est pertinent, voilà, régulièrement, je vous propose des cours aussi en plus sur d'autres thèmes. Donc, ça sera avec plaisir. Et là, bah, c'est toutes les questions que j'ai vues là. Voilà, tous les commentaires.
Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Normalement, vous avez un onglet discussion dans l'espace membre où vous avez accès où vous pouvez poser vos questions directement. Et en général, je viens vous répondre dans cet onglet, la discussion. C'est bien classé. Voilà, quand vous êtes dans votre cours, vous allez dans le menu tout en haut à gauche. Il y a discussion, vous allez dessus, vous posez toutes les questions que vous pouvez avoir. Souvent, vous êtes nombreuses à m'envoyer des mails. En général, je réponds très vite. Donc, si vous n'avez pas de réponse, si vous m'envoyez un mail et que vous ne recevez jamais de réponse, ce n'est pas possible que j'ai vu votre mail et que je n'ai pas répondu. Justement, j'ai de l'aide pour ça. J'ai même une équipe qui est là au quotidien pour m'aider à voir ces mails-là quand il y a besoin d'infos. Voilà, c'est vraiment important pour moi que les mails aient une réponse. Par contre, ça arrive, ces histoires de spam, courrier indésirable. Souvent, je réponds. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui m'envoient un mail 3 fois et je me dis, mais c'est bizarre, j'ai répondu 2 fois déjà à ce mail et la personne ne recevait pas mes réponses. Et parfois, comme je vous disais, regardez dans les courriers indésirables. Parfois, il y a des bugs avec des boîtes mail où ça fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Parfois aussi, ça m'arrive des bugs dans ma boîte mail où des gens m'écrivent et le mail apparaît 10 jours après. Et souvent, on se regarde avec Mathieu qui travaille avec moi, qui m'assiste dans, dans mon travail et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mail n'était pas là. Voilà, on est plusieurs perdus en plus à regarder. Et voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Donc, si jamais vous envoyez un mail, que vous n'avez pas de réponse, renvoyer un autre mail. Moi, ce que je fais aussi souvent, quand au bout de la troisième fois, je réponds à quelqu'un et que je vois que la personne continue à m'envoyer la question parce que n'a pas reçu la réponse, souvent, j'aime bien aller regarder sur Messenger, par exemple. Sur mon Messenger perso, j'y suis pas. Donc, c'est possible que vous m'envoyez des messages et que je les vois pas. Parce que je peux pas être partout. Je peux pas être sur toutes les plateformes. Instagram, j'y suis pas non plus. Je suis très, très peu. Donc, je vois pas. WhatsApp, pareil, je suis pas du tout dessus. Par contre, le Messenger de ma page Facebook, bah, souvent, on y est. Donc, vous pouvez poser. Enfin, voilà, si jamais il n'y a pas de réponse qui arrive par mail, n'hésitez pas par un autre canal, parce que parfois il se passe des trucs bizarres sur les mails où vraiment je ne comprends pas. Donc, voilà, la plupart du temps, ça marche très bien. Vous avez toutes mes réponses et j'ai les vôtres et tout fonctionne bien, mais souvent, s'il y a des bugs ou là, totalement indépendant de ma volonté. Voilà. Donc, je crois que c'est bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une belle journée et n'hésitez pas d'ailleurs sous cette vidéo s'il y a d'autres questions qui viennent. C'est avec grand plaisir que j'échange avec vous, que je partage avec vous et, euh, et à bientôt pour de prochains partages.